Le ciel tout entier s'est déchiré. Aucun avertissement. Aucun compte à rebours. Juste un cri strident dans les airs, suivi d'un impact. La première explosion a vaporisé la jonction nord du pipeline. La deuxième a frappé un groupe de réservoirs de carburant avec une telle violence que des flammes ont jailli à des centaines de mètres dans les airs. En moins de 30 secondes, 12 autres explosions ont suivi, chacune plus précise que la précédente. Ce n'était pas le chaos. C'était une séquence, une chorégraphie, comme si quelqu'un avait planifié chaque boule de feu à la seconde près. Et c'était le cas, car ce n'était pas le fruit du hasard. Ce n'était pas une frappe de drone qui avait dévié de sa trajectoire. C'était l'opération Package Delta, une frappe américaine coordonnée en plusieurs phases qui a frappé Brazissa comme un coup de marteau, rassant les dépôts de carburant, les centres logistiques, les tunnels souterrains et un centre de commandement présumé enfoui sous un entrepôt. Lorsque la dernière bombe a explosé, le terminal autrefois animé ressemblait à un terrain vague, criblé de cratères. Et les Houthis? Ils se démenaient, silencieux, stupéfaits, car pendant des années, Brazissa avait été hors limite, intouchable. Même pendant les années les plus difficiles des frappes aériennes menées par l'Arabie saoudite, le port avait été épargné, considéré comme une infrastructure et non comme une cible militaire. Mais ce n'était plus le cas. Les États-Unis n'ont pas seulement franchi cette ligne, ils l'ont effacée. Et la question n'est pas de savoir pourquoi ils l'ont fait, mais quel message ils ont voulu envoyer. Car la dernière fois qu'une nation a frappé un terminal pétrolier aussi crucial, cela a réécrit les règles d'engagement dans toute la région. Et cela, ce n'était pas seulement une frappe aérienne. C'était un avertissement lancé par le feu. Brazissa n'était pas seulement un port. C'était un compte en banque, une station de service, un trésor de guerre enveloppé de tuyaux et d'acier. Pour le mouvement Houthi, ces terminals pétroliers sur la côte de la mer Rouge étaient plus qu'une infrastructure. C'était sa survie. Des millions de barils de brut y avaient transité, certains raffinés localement, d'autres transportés par camion vers l'intérieur des terres pour alimenter des convois, blindés ou vendus au marché noir pour financer des programmes de drones et de missiles. Pendant des années, les États-Unis et leurs alliés ont observé depuis l'orbite, notant les transferts de carburant, les étranges mouvements de trafic et l'intensification des activités nocturnes. Mais toujours pas de frappe. Pourquoi? Parce que cibler une installation pétrolière, surtout à proximité de zones civiles, est une véritable bombe à retardement géopolitique. Cela risque de provoquer l'indignation mondiale, de perturber le marché pétrolier et d'entraîner des accusations sans fin de crimes de guerre. C'est exactement pour cette raison que les Houthis pensaient que ce terminal était intouchable. Jusqu'à présent. Qu'est-ce qui a changé? Un mot, l'escalade. Au cours des semaines qui ont précédé le 17 avril, les forces Houthis ont intensifié leurs attaques dans la mer Rouge. Des pétroliers commerciaux ont été harcelés. Des destroyers de la marine américaine ont été pris en visée par des radars. Des drones Reaper ont été abattus sans avertissement et un missile a failli toucher un F-16 américain. L'intention était claire. Ils ne se contentaient pas de résister. Ils mettaient les États-Unis au défi de réagir. Et lorsque le défi a été lancé, les données ont suivi. Les plateformes ISR américaines, les drones Triton, les balayages satellitaires et les interceptions SIGINT avaient discrètement cartographié le rôle de Ras Issa dans l'effort de guerre des Houthis. Pas seulement en tant que centre de ravitaillement en carburant, mais aussi en tant que point de relais. Les communications passaient par là. Les officiers s'y réunissaient. Des fourgons de commandement mobile stationnaient à proximité pendant des heures. Ce n'était plus une raffinerie, c'était un nœud. Et lorsque les services de renseignement ont confirmé qu'une cargaison d'armes était en cours de préparation à Ras Issa pour être transportée dans la région, le feu vert a été donné. Une cible comme celle-là n'est pas simplement signalée. Elle se voit attribuer un plan d'attaque. Et dans ce cas, les planificateurs n'ont pas hésité. L'ordre est tombé à 1AC03, Here Local. 3 mots. Package Delta. Exécuté. Pour la plupart des gens, ces mots ne signifient rien. Mais pour les hommes et les femmes à bord de l'USS Truman et des destroyers qui tournaient au large des côtes yéménites, c'était le début d'une opération mécanique. Calculé. Imparable. Le Package Delta n'est pas un coup de semonce. Ce n'est pas une tape sur les doigts. C'est le scénario qui se déroule lorsque les États-Unis décident qu'une installation n'est plus un atout. C'est une menace. Et les menaces doivent être éliminées.
En quelques minutes, la mer s'est animée. Sur le pont d'envol du Truman, des chemises jaunes ont guidé 4 Super Hornets FAA-18 vers leur position de lancement finale. Leur charge utile, des GBU-38 JDAM, des bombes à guidage de précision conçues pour pénétrer des structures renforcées, et des missiles AGM-88 HARM, construits pour se diriger vers les radars ennemis. Chaque Hornet était chargé pour une frappe chirurgicale, voire une démonstration, alors que les catapultes sifflaient et que des nuages de vapeur flottaient dans la nuit. 2 avions de guerre électroniques EA-18G étaient déjà dans les airs. Leur mission: aveugler les capteurs Houthis, brouiller les signaux radars et inonder le spectre de suffisamment de bruit numérique pour faire croire aux défenseurs qu'une flotte fantôme approchait. Il ne s'agissait pas seulement d'une démonstration de puissance aérienne. C'était une opération de désinformation à Mach 1. Au-dessus, un drone MQ-4C Triton de la marine américaine assurait la couverture ISR à 55 000 pieds d'altitude. Ces caméras suivaient les signatures thermiques, les mouvements à l'intérieur du port et les faibles impulsions électromagnétiques provenant des nœuds de communication souterrains. Ils fournissaient une image parfaite aux équipes de contrôle de tir en dessous. Au One Arts Upset, l'attaque commença. Les Growlers sont entrés les premiers, haute et vite, diffusant sur de larges bandes de fréquences, paralysant les systèmes d'alerte précoce et masquant le véritable vecteur d'attaque. Quelques secondes plus tard, les Hornets ont surgi au-dessus de la mer Rouge à basse altitude, volant à 500 nœuds au ras du sol. Leurs cibles étaient verrouillées depuis des heures. Il n'y avait plus rien à deviner. Cybele Alpha, un réservoir de carburant situé au nord du chantier de Pipelines, site de stockage confirmé de générateurs mobiles et peut-être de Proper Goal. Les premiers JDAM frappèrent de la cible Alpha comme un coup de tonnerre dans un ciel clair. Un mur de feu jaillit lorsque les réservoirs de carburant se rompirent, déclenchant une réaction en chaîne qui engloutit le nord du chantier. La signature thermique illumina les centres Triton comme une fusée éclairante dans l'obscurité totale. Des explosions secondaires confirmèrent qu'il ne s'agissait pas seulement de carburant, mais aussi de munitions, voire pire. Mais les États-Unis n'en avaient pas fini. Enmere, un destroyer de classe Arleigh Burke, a ouvert ses cellules VLS, c'est-à-dire son système de lancement vertical. 2 missiles de croisière Tomahawk ont décollé en arc de cercle, frôlant la Terre sur une trajectoire programmée vers le périmètre sud de Rosissa, l'entrée présumée d'un tunnel souterrain utilisé pour faire passer des armes à l'intérieur des terres. Une antenne relais transmettant des signaux cryptés le long du littoral. Les 2 ont été réduits en débris. De la première frappe à l'impact final. L'opération a duré 6 minutes. Ce n'est pas un combat. C'est une chorégraphie. Et le résultat? 17 frappes confirmées. Aucun dommage collatéral en dehors de la zone d'impact désignée. Toutes les cibles principales ont été neutralisées. Aucune victime civile n'a été signalée dans le rayon de l'explosion. Mais les dégâts n'étaient pas seulement matériels. Les communications radio des Houthis, du peu qui restait, ont sombré dans le chaos. Les transmissions ont été coupées en plein milieu des phrases. Les signaux GPS ont disparu. Les sites radars ont été fermés ou mis en mode passif, de peur d'émettre et d'être les prochains sur la liste. Les structures de commandement n'ont pas seulement perdu du carburant, elles ont perdu leurs moyens de communication, leur coordination et, pire encore, leur prestige. Car pendant des années, Rosissa avait été leur joyau intouchable. Ils l'avaient exhibé, protégé, utilisé comme moyen de pression. Et maintenant, il n'en restait plus que de la fumée. Au-dessus de tout cela, le MQ-4C Triton continuait de tourner en rond, observant, écoutant, attendant que quelque chose bouge. Mais rien ne bougeait. Mais la fumée n'avait même pas encore disparu que la panique s'installait déjà. Moins d'1 heure après la dernière explosion, les canaux de communication des Houthis s'étaient enflammés, puis étaient devenus étrangement silencieux. Les communications cryptées avaient atteint un pic, puis s'étaient arrêtées net. Les communications d'urgence ont été coupées. Les relais locaux ont été mis hors ligne. Les images thermiques ont montré des dizaines de silhouettes abandonnant Rosissa à pied, se dispersant à l'intérieur des terres, sans véhicule, sans équipement, courant simplement. Ils n'étaient pas en train d'évacuer, ils fuyaient. Et pour un groupe qui se targue de sa résilience, ce silence en disait long. Mais en public, c'est une autre histoire. Moins de 3 heures après l'attaque,
Les chaînes Telegram gérées par les Houthis ont publié une vidéo granuleuse de ce qu'ils prétendaient être un drone américain abattu. La légende disait « Nous avons repoussé l'agression américaine. Pas de date, pas de lieu. Juste des images tremblantes de flammes et de débris recyclés d'un incident précédent. » Une diversion classique. Ils voulaient faire croire à leurs partisans qu'il s'agissait d'une victoire, qu'ils avaient riposté, que la puissance américaine pouvait être combattue. Mais les images satellites ont montré une réalité très différente. Des quartiers entiers de Rosissa étaient carbonisés. Les réservoirs de stockage avaient fondu comme des bougies. Les antennes relais s'étaient effondrées vers l'intérieur, sectionnées à la base. Des drones ont repéré des pick-up armés abandonnés. Portes ouvertes, moteurs encore chauds. Et le véritable indice? Pas la moindre tentative de représailles. Pas de lancement. Pas de pick radar. Pas de réponse. Ils étaient trop désorientés, trop déconnectés, trop choqués. Ce n'était pas seulement le port qui avait brûlé. C'était leur capacité à comprendre ce qui venait de se passer. Au niveau international, l'histoire se répandait déjà. Les médias ont fait état d'une frappe aérienne américaine massive contre un terminal pétrolier stratégique des Houthis. Les analystes de la défense se sont demandé si cela marquait un changement de politique américaine, passant de frappes purement militaires à des attaques visant des nœuds économiques. Certains ont jugé cette action justifiée. D'autres ont averti qu'elle risquait d'aggraver le conflit. Mais à l'intérieur du territoire Houthi, la confusion régnait. Des sources internes, interceptées par les services de renseignement américains, ont révélé des ordres frénétiques criés entre les commandants sur le terrain. Trouver un émetteur qui fonctionne. Qu'est-il arrivé au QG Rosissa? Sommes-nous victimes d'une cyberattaque? Ils avaient raison de se poser ces questions. Car ce qu'ils venaient de vivre n'était pas un bombardement traditionnel. Il s'agissait d'une perturbation de précision, multi-domain, synchronisée, conçue non seulement pour détruire, mais aussi pour désorienter. C'est ce qui a fait la différence. Il ne s'agissait pas de territoire, mais de tempo, de contrôle. Et en une seule frappe coordonnée, les États-Unis ont pris l'initiative, renversé la tendance et contraint les Houthis à se mettre en défense, pour la première fois depuis des semaines. Désormais, la question n'était plus de savoir quand la prochaine frappe aurait lieu, mais combien il restait encore à détruire. Pour les Houthis, Rosissa était censé être hors jeu, même au plus fort de la campagne menée par l'Arabie saoudite. Le terminal pétrolier était resté intact, une sorte de zone rouge officieuse que personne n'osait franchir. Il ne s'agissait pas seulement de carburant, mais aussi d'images. Frapper Rosissa signifiait frapper les infrastructures. Cela signifiait faire la une des journaux. Cela signifiait des réactions violentes. Mais le 17 avril, les États-Unis ont franchi cette ligne sans ciller. Et cela a tout changé. Il ne s'agissait pas d'une frappe symbolique, mais d'un changement de doctrine. Pendant des mois, la politique américaine dans la région s'était concentrée sur l'endiguement, la dissuasion et la prévention de l'escalade. Des destroyers de la marine surveillaient les voies de navigation commerciale, tandis que des groupes aéronavals assuraient la défense. Et chaque provocation des Houthis, lancements de missiles, essaims de drones, verrouillage radar, était contrée avec précision, mais aussi avec retenue. Tout a changé lorsque Rosissa est devenu un nœud militaire. Du point de vue américain, il ne s'agissait plus seulement de carburant, mais d'un moyen de pression. Car les Houthis ne se contentaient pas d'attaquer des navires. Ils misaient sur la retenue. Ils avaient déjà vu les États-Unis s'abstenir de riposter face à des provocations. Ils pensaient que le scénario n'avait pas changé. Mais il avait changé. Et Rosissa l'a prouvé. On ne vaporise pas un dépôt de carburant sans vouloir envoyer un message. Et ce message a été entendu bien au-delà du Yémen. Téhéran l'a entendu, Damas aussi, et Moscou, car il ne s'agissait pas seulement d'une punition, mais d'une mesure préventive. Un rappel que si vous utilisez des infrastructures civiles pour faire la guerre, elles ne sont pas protégées. Si vous stationnez une unité de commandement mobile sous un réservoir de pétrole, ce réservoir devient une cible. Si votre dépôt de carburant alimente les drones qui attaquent les voies maritimes mondiales, alors ce dépôt est une cible légitime. Et c'est ce qui a changé la donne. Ce n'était pas le nombre de bombes larguées qui importait, mais l'état d'esprit qui les animait. Les États-Unis n'ont pas demandé la permission, n'ont pas lancé d'avertissement public, n'ont pas attendu une attaque. Ils ont utilisé des données ISR, des renseignements confirmés et un règlement en constante évolution pour frapper de manière préventive,
chirurgicale et sans aucune tolérance pour les zones grises. D'un point de vue stratégique, c'était une décision claire. Mais sur le plan géopolitique, cela a provoqué un séisme. En moins de 24 heures, les marchés pétroliers ont vacillé. Les partenaires de la coalition ont convoqué des réunions d'urgence. Les couloirs diplomatiques se sont activés entre les États du Golfe et Washington. La frappe sur Ras Issa a montré que les États-Unis n'étaient plus intéressés par une stratégie défensive dictée par d'autres. Le message était clair. Si cela soutient votre machine de guerre, c'est une cible. Il s'agit d'un changement radical de posture. Et ses répercussions vont bien au-delà des Houthis, car désormais, toute milice, tout groupe proxy ou tout acteur étatique qui cache ses opérations derrière le voile des infrastructures civiles vient de recevoir un avertissement. Il n'est plus possible de se sentir en sécurité en partant du principe que certains sites sont trop précieux, trop politiques ou trop complexes pour être touchés. Ce message n'était pas seulement destiné aux Houthis, il s'adressait à tous ceux qui regardaient. Si vous utilisez des infrastructures pour lancer des attaques, ne vous attendez pas à ce qu'elles survivent. L'incendie à Ras Issa a brûlé pendant des heures, au lever du soleil. La colonne de fumée était visible depuis l'espace. Les satellites infrarouges montraient que la chaleur résiduelle continuait de palpiter comme une blessure sur la côte yéménite. Mais à ce moment-là, le groupe d'attaque américain s'était déjà repositionné. Les moyens aériens avaient été ravitaillés, les cibles réévaluées. La phase suivante était déjà préparée. Il ne s'agissait pas d'improvisation. C'était une guerre planifiée. Chaque phase de l'attaque, du brouillage au lancement en passant par l'évaluation des dégâts, suivait un scénario conçu non seulement pour détruire, mais aussi pour envoyer un message. Et ce message a été entendu haut et fort. Les Houthis ont perdu plus que du carburant. Ils ont perdu leur rythme. Ils ont perdu leur zone de sécurité. Ils ont perdu la conviction qu'il existait des limites que les États-Unis ne franchiraient pas. Et maintenant, chaque convoi qu'ils planifient, chaque système radar qu'ils mettent en marche, chaque camion-citerne qu'ils déplacent de nuit, ils se demanderont « Est-ce la prochaine cible ?» Car lorsque les infrastructures sont militarisées, elles ne sont plus protégées. Voici donc une question que je voudrais vous poser. Si vous aviez pris les décisions, auriez-vous frappé Ras Issa? Auriez-vous visé le pétrole, le centre de communication, les relais? Ou auriez-vous fait marche arrière pour éviter une escalade? Soyez honnête. Soyez stratégique. Donnez votre avis dans les commentaires. Nous les lisons tous. Et si cette vidéo vous a éclairé, donné des frissons ou simplement permis de mieux comprendre comment se déroule la guerre moderne, rendez-nous service. Aimez la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Mais si vous souhaitez aller plus loin et soutenir directement la chaîne, rejoignez la flotte. Vous recevrez des badges de fidélité, des réponses prioritaires, et vous nous aiderez à faire émerger d'autres histoires navales authentiques. Cliquez sur « Rejoindre » sur la page de notre chaîne et montez à bord. D'ici là, restez vigilants, restez en sécurité et n'oubliez pas que parfois, la guerre ne se déroule pas sur le front, mais se cache à la vue de tous. Merci d'avoir regardé.